marge de la retraite. Un peu compliqué. D'ailleurs, on parle de trimestre. On dit... 3 mois. Oui, c'est ça. Ah. Oui. On dit, on va voir si l'année prochaine sera désindexée, pas désindexée, etc. Ça agit sur les marges. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette retraite, je peux le dire d'autant plus qu'on le sait bien à BFM, je l'ai dit 10 000 fois, moi je n'étais pas pour cette retraite. Je préférais, ça va peut-être vous hérisser, même sans doute, moi je préférais le premier projet, celui de la retraite dit à point, même si le mot point n'est pas le mot idéal parce qu'il est un peu ambigu, mais j'étais beaucoup plus pour ça. Bon, donc je n'ai pas défendu cette retraite-là. Mais cela étant, moi ce qui me frappe, c'est qu'on est en train de débattre, de discuter, de voter, et pour beaucoup disons les choses, de s'engueuler sur un tout petit aspect des retraites dont tout le monde sait en plus qu'il est provisoire, ultra provisoire, et que de toute façon, il changera dans un sens ou dans un autre dans quelques mois. C'est l'évidence. Mais il y a un phénomène, en revanche, dont je trouve qu'on ne parle pas. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mélenchon a défendu Le Pen parce que lui aussi a piqué dans la caisse et a peur d'avoir la même sanction. Vive Manuel Bompard et virez Mélenchon. Qu'est-ce qui se passe? C'est un voleur comme Le Pen et les autres. Qu'est-ce qu'il a volé, Mélenchon? Ah, vous parlez du truc de l'Union Européenne, là? Comme quoi il a peut-être volé dans les caisses de l'État? Enfin, dans les caisses de l'État, dans les caisses de l'Union Européenne, mais ça n'a pas été prouvé, ça. Si? Ça a été prouvé ou pas? Pour l'instant, on n'a rien. Hein. On a rien, frère. Monsieur Toto, t'as quelque chose? T'as une preuve ou pas? À part mon cœur qu'il a volé, Mélenchon, il a pas volé de l'argent, je crois, non? Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Après, il a bien défendu Le Pen. Alors, il a défendu Le Pen sur autre chose. Il a défendu Le Pen sur l'exécution provisoire. Il estime que c'est mieux d'affronter... Moi, je me rappelle de son discours. Hein. Il estime que c'est mieux d'affronter Le Pen sur le terrain politique. Par exemple, l'éliminer à travers le vote, à travers le peuple qui décide et qui tranche, que plutôt que ce soit la justice qui va décider de l'inéligibilité, etc. Moi, je l'ai dit en stream. Je me rappelle l'année dernière, je l'ai dit en stream. Moi, ça ne me dérange pas que la justice tranche sur son éligibilité. Si Mélenchon il estime qu'il ne faut pas le battre sur le terrain judiciaire, mais sur le terrain politique, c'est lui qui décide, il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste pas Marine Le Pen, c'est tout, frère. Je ne veux pas de Marine Le Pen, ma gueule. Pas assez, parce que ça, c'est un phénomène de fond. Et c'est un phénomène qui lui-même soulève beaucoup de questions et qui est l'évolution démographique. Et l'évolution démographique, c'est ça le problème des retraites. C'est qu'il y a de moins en moins... Personne ne va pleurer pour les caisses de l'Europe. Bah du coup, t'abuses quand même. Donc Marine Le Pen qui a détourné des millions d'euros dans les caisses de l'Europe, c'est un peu notre argent aussi, les amis. Hein. C'est un peu de notre argent, les mecs. Hein. Donc bon, attention. Hein. D'actifs ça pour nous appartient, financer frère. de plus en plus de retraités. Ça, c'est une réalité mécanique. Et c'est un bouleversement par rapport à tout ce qu'on a connu en réalité, je ne dirais pas depuis avant la guerre de 14, mais puisque ensuite il y a eu les pertes humaines gigantesques, etc., ça a tout changé. C'est vrai. Mais depuis 45, depuis la libération, oui. Depuis la libération, on avait une courbe démographique qui pouvait permettre d'être positif et optimiste même sur l'évolution des retraites, qui d'ailleurs ont connu depuis 45 des améliorations quand même. J'aurais bien aimé que Mélenchon il parle de la démographie et surtout ce que vous avez dit dans le stream, le fait d'être beaucoup plus productif par rapport à il y a 50 ans, etc. Parce que je sais que vous avez utilisé cet argument. Bon, on va voir si Mélenchon va l'utiliser. Aujourd'hui, la question est complètement différente. On est devant, et ça va s'accentuer, on est devant de moins en moins de cotisants pour faire vivre de plus en plus de retraités. Et donc, il ne s'agit pas, comme on en discute en ce moment, on est obligé d'en discuter en ce moment parce qu'il faut faire passer des budgets. Bon, mais il faut avoir conscience du fait que c'est sur des marges. Là, on discute sur des marges, mais que le problème de fond, c'est comment est-ce qu'on s'y prend devant le renversement démographique massif qui est d'autant plus frappant qu'il n'est pas français. On s'est même défendu, si j'ose dire, plus longtemps que les autres contre cette aversion-là. Mais maintenant, on y est. Oui. Et si on y est, il faut reprendre la question des retraites
non pas simplement pour les marges d'année en année, mais pour la mécanique elle-même. Ouais. C'est ça qu'il faut réinventer. Mais, monsieur Duhamel, bon, d'abord, j'entends ce que vous dites. Quand vous dites les marges, là, en ce moment, c'est pas moi qui ai choisi le sujet, hein, c'est comme ça. On est en train de parler de l'accord qui est intervenu entre le Parti socialiste qui accepte de sauver le gouvernement à la condition d'avoir quelque chose à ramener à la maison 3 mois payés par tout le monde. Bon, on en parle, on discute et on compare nos points de vue. J'appelle ça une arnaque. Mais je veux vous dire quand même, monsieur Duhamel, n'y voyez aucune malice. Hein. Personne ne peut vous entendre quand vous dites c'est une marge. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de partir à 64 ans et que beaucoup de gens seront morts avant. Parce que, écoutez-moi, je ne dis pas ça pour vous offenser, ce n'est pas mon intention. Je veux vous dire que pour des millions de gens, c'est une affaire vitale. Et que même, par exemple, quand on dit désindexer, pour moi, ça va. Si on fait, on va indexer la retraite 0,3 ou 1, ça va. D'autant plus que l'inflation est totalement retombée. Bon, et tant de gens, c'est vital. C'est le petit quelque chose qui vous permet de tenir jusqu'au bout du mois. Donc, avec mon orthographe, j'arrive à gagner un peu plus de 3000 € par mois, tocard. Alors déjà, s'il vous plaît, on va arrêter d'insulter mes modérateurs. Tu vas revenir dans 30 minutes, s'il te plaît, tu vas réfléchir. Ouais, je fais doucement, les gars. Vous êtes malades ou quoi? Les gars, on est vendredi. Je veux pas avoir un chat de merde. Arrêtez d'être vexés pour pas grand-chose, les gars. Calmez-vous. Ouais, c'est un truc de ouf, quand même. Ça va pas ou quoi? Commençons par partir. 30 minutes, c'est gentil. Non, tranquille, il reviendra après. Il y a un instant, vous disiez la retraite à point. La catastrophe actuelle, c'est qu'après avoir mangé la retraite à 64 ans, on nous ramène à nouveau le thème de la retraite à point. Personne ne dit aux gens avec franchise combien devrez-vous donner de votre salaire actuel pour toucher l'équivalent que vous toucheriez avec une retraite par répartition. Pardon, madame, je termine. Vous dites dans quelques mois... On va attendez, je vais vous dire un truc après aussi. C'était la dernière fois qu'il fallait... Waouh. Il a offert... Non, tu mens. Oh, wesh, j'ai chaud sa mère. Wesh. Ça va pas ou quoi? Mais ça va pas la tête. Attends, il a offert 50 subs, je suis pas fou. Il a offert 50 subs, The Bee, c'est pas... C'est réel, les gars, wesh, c'est Noël. C'est moi. Wesh. Attends, mais c'est une blague. Non, mais Zénith, merci, mon gars, mais merci. Wesh, j'ai chaud, là, j'ai chaleur. J'ai chaud, wesh. Il est actionnaire dans mon entreprise, là, c'est quoi, ça? Wesh, c'est une dinguerie. Ouais. Non, c'est un truc de ouf. Ouais, putain. 50 subs, mais qu'est-ce qui se passe? C'est jour de paye, c'était il y a 14 jours le jour de paye en plus. Non, c'est une dinguerie, c'est un Saoudien, frère. VIP, vous voulez que je le mette VIP carrément? Allez, je le mets VIP. Non, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Attends, mais c'est déjà arrivé ça dans mon histoire? Dans mon histoire. Comment on met VIP? Non, c'est une dinguerie. Merci Zénith, merci. Je voulais vous dire un truc, les gars. Ça m'a stun carrément. Non, pas de VIP. Allez, je ne t'aimais pas VIP alors. J'en perds mon français, frère. C'est un truc de ouf. Les gars, je voulais vous dire un truc. Là, vous voyez les trucs de retraite à 64 ans, etc. Ce totem, il va tomber aussi. Je pense qu'on va travailler beaucoup plus tard. Il y a moyen qu'en France, dans notre imaginaire, dans le collectif, dans l'imaginaire collectif, il y a des hommes politiques qui vont pousser, et pas uniquement les hommes politiques, les médias aussi, qui vont pousser à ce qu'on travaille beaucoup plus tard. Pourquoi? Regardez. T'as des articles comme ça. Et si on atteignait notre apogée à 60 ans? Donc, tu atteins ton apogée à 60 ans et, en quelque sorte, plusieurs capacités psychologiques continuent de se développer jusqu'à 70 ans ou 80 ans et le fonctionnement mental global atteint son sommet entre 55 et 60 ans. Quand on te dit qu'il y a des articles qui pullulent sur Internet pour dire que, ouais, quand t'as 65 ans, t'es encore en pleine forme. Quand t'as 70 ans, ça va un petit peu. Tu peux faire un peu de... Tu peux un peu travailler, hein, mon gars. Tu peux un peu travailler. Moi, ça me fait peur, les mecs. Hein. Honnêtement, ça me fait peur. Parce qu'il y a le quatrième pouvoir, donc les médias. Il y a moyen que les médias multiplient en quelque sorte ces reportages, ces émissions, ces articles qui vont t'expliquer que quand tu as 65 ans, t'es en forme, t'es au prime de ta vie, t'es à ton apogée. Moi, ça me fait peur ces articles, les mecs. Hein. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une multiplication de ces articles, tout simplement.
Merci Zénith pour les 2 subs offerts après les 50 subs offerts. 50 subs. Ouais, 50 subs, frère, c'est un truc de ouf. Oui, bon, on va reparler de tout ça quand il n'y aura plus de pétrole. Moi, je pars du principe, ma retraite, je n'aurai même pas de retraite, frère. Moi, je pense que le système va éclater à un moment donné. Le système va exploser, frère. Je pars du principe que j'aurai même pas de retraite, pour te dire. Voilà. Moi, j'ai que 27 ans, je suis en 39 heures par semaine, je suis déjà au bout de ma vie. Est-ce que c'est pas indiscret de demander ton travail, s'il te plaît? Tu travailles dans quoi, mon gars? Ali Sauvage. Putain, 39 heures par semaine. J'ai goûté à ça, mon gars. Hein. Alors, encore une fois, je remercie, tu vois, là, il y a 57, tout ça, merci beaucoup. Hein. Je remercie Dieu, je remercie la trajectoire que j'ai opérée. J'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai percé sur Twitch assez tôt. J'ai quand même goûté au travail. J'ai goûté à ce 39 heures par semaine. Mais j'ai goûté à ça pendant 3 ans. Voilà, dans ma globalité, j'ai goûté ça pendant 3 ans. Je suis un peu comme Bardella. Voilà, je suis un peu comme Bardella. J'ai quand même souffert au travail. Je connais la galère familiale. Ma mère, elle m'a éduqué toute seule avec mon frère. Voilà, c'est un peu compliqué au SMIC. Voilà, les gars, voilà. Mais ouais, 39 heures, mon gars, force, hein. Attends, est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a pas répondu. Putain, il a disparu du stream, frère. Maraîcher au SMIC, ça casse la tête. Ah ouais. Si tu travailles le Twitch d'Ofla te dévalorise pas, tu dois gérer les viewers. Non, mais c'est rien par rapport à l'usine et tout, les gars. Je sais qu'il y a des petites contraintes, mais les contraintes sont tellement minimes par rapport à tous les travaux qu'il y a à côté, frérot. Pitié, genre. Il y a un mec qui m'a dit, il est maraîcher au SMIC, s'il te plaît, genre. Rien à voir avec Twitch. 36 ans et plus de 50 heures par semaine, je tiens ma pâtisserie. Oh, bien ça, bien. Ah, il a répondu? Non, mais en vrai, je dis pas... Je travaille dans l'environnement. Ok, tu travailles dans l'environnement. Ok. Mais c'est pareil, les gars, vous voyez le 35 heures? Le 35 heures, c'est un tabou qui a été... qui a volé en éclats. Moi, par exemple, le 35 heures, je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas connu les 35 heures. J'ai travaillé 36 heures, 37 heures, mais j'ai pas connu le 35 heures. Peut-être que vous, dans le chat, vous l'avez connu, mais ce totem, ce tabou, même chez les fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui ne font même plus 35 heures par semaine, les mecs, hein. C'est pour ça que je vous ai dit que la retraite à 64 ans, ça va encore repousser. Vous allez voir, quand j'aurai 64 ans, j'espère que je vais encore streamer, mais je pense que la retraite va au moins atteindre l'âge de 68 ans, voire 70 ans. Vous allez voir. On en reparlera, les mecs. On en reparlera. Et en parler. Et moi, tous mes meetings, je disais, la retraite, il va vous la mettre à 64 ans, etc. Mais monsieur Macron ne participait à aucun débat, téléphonait à Vladimir Poutine et n'avait donc pas le temps de discuter avec nous. Si bien que nous n'avons pu parler dans cette campagne présidentielle de rien, puisque monsieur n'était pas là, le sortant, et que tout le monde disait que c'était lui le mieux placé. La question va se reposer. Eh bien, je vous dis, les yeux dans les yeux... Et si on vous la repose... J'ai plus de pub Twitch, je t'aime Zénith. Je vous rappelle les gars que si vous vous abonnez à ma chaîne, 5 € par mois, vous n'aurez plus de pub pendant 30 jours les mecs. 30 jours sans publicité les mecs. 30 jours où Mélenchon ne sera pas entrecoupé d'une publicité de merde du capitalisme. Eh oui mon gars. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon en 2027. Si on vous la repose ce soir, si vous êtes candidat, vous la mettez à quel âge la retraite? À 60 ans, avec les 40 annuités, et je sais comment faire. Alors... Mais il faut se comprendre, mais oui, mais... Alors, écoutez... Il est confiant quand même, hein. Franchement, 60 ans, je t'aime Mélenchon. Hein. J'espère que tu vas réaliser ce rêve. 60 ans, 40 annuités dans un monde ultra capitaliste. J'espère que c'est possible, mon gars. J'espère. Vous devez... Non, mais attendez, laissez-moi. Vous avez longuement expliqué votre point de vue. Je ne suis pas celui qui a parlé le plus longuement depuis le début. Alors, bien, alors je veux bien, mais au moins... Non, mais laissez-moi vous... Allez-y. Pourquoi? Parce que nous nous sommes engagés là-dessus, pas dans un moment d'irresponsabilité communicationnelle, mais parce que nous ne croyons pas au scénario politique qui nous est présenté. Baisser les salaires, diminuer les cotisations sociales, et vous verrez, ça ira mieux. Ça fait 40 ans que ce cirque dure et que ça ne donne rien. Un retraité est une personne qui va, qui vient, qui rend service, qui aide familialement la cité. 80% ou je crois ou 70% des maires des petites communes sont des hommes ou des femmes de 60 ans et plus. Donc
La retraite est un investissement de la société. Attends, on a des maires aussi vieux comme ça, putain. Dans toutes les sociétés, les plus âgés ont rendu des services aux autres générations. Et pour cela, il fallait qu'ils aient... Baisser les salaires, bah oui les gars, hein, vous regardez le PIB par habitant, vous comparez les États-Unis d'il y a 40 ans et la France, et vous regardez 40 ans plus tard, bah vous voyez bien qu'il y a eu une baisse il y a une baisse de salaire. Le salaire médian, je ne pense pas qu'il a extrêmement augmenté en 40 ans. Ça m'étonnerait. Donc oui, on est parti sur une smicartisation de la France. C'est vrai, hein. C'est vrai, les gars, c'est vrai. Le temps de le faire. Donc, nous savons le faire. Et je vous redis, bien tranquillement, nous savons le financer. Alors, pas en une nuit, madame, j'en suis d'accord. Mais il y aura un plan de marche. Il y a un plan de marche. Nous savons le faire. Je vous dis qu'ils veulent la retraite à points. Je vous dis qu'ils veulent détruire ce système de retraite parce que le capital, ça porte un nom, a un intérêt à avoir 340 milliards dans ses caisses. Mais comment expliquer si la question est tellement personne n'aura rien. Attendez, vous dites le capital, etc. Je ne suis pas en train de vous dire on va privatiser les retraites. Mais le système par points, c'est quoi, cher Alain Duhamel? Alors, d'abord, il faudrait être précis sur ce qu'on entend par ça. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas, puisqu'on sait ce qui avait été esquissé à partir de 18-19, enfin 2018-2019, on ne sait pas de quoi il s'agit de nouveau. Vous vous rappelez comment ça s'est fini? Oui. Une nuit, un samedi, le Conseil des ministres a mis d'une part le confinement et d'autre part a arrêté la réforme de la retraite. Pourquoi? Parce qu'une partie du MEDEF a commencé à dire, attendez, qu'est-ce que vous nous racontez là? On va faire une retraite à points, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on paye plus cher nos cadres pour qu'ils restent chez nous, parce que sinon ils s'en vont. Alors ils n'étaient plus du tout d'accord. Parce qu'ils avaient réalisé ce que ça leur coûterait à eux, n'est-ce pas? Donc ça c'était pas votre problème, ça. Eh ben, écoutez, je dis simplement que ce qui semblait être la recette miracle ne convenait à personne. Alors, je ne vous dis pas... Après, on parle de la natalité, hein, si vous voulez bien, parce que ça m'intéresse, les gars. Il veut parler de la natalité, les mecs. Ça m'intéresse. Bien. Il y a un remède miracle. Je vous dis qu'il y en a un. On continue comme avant, avec un beau système et des cotisations au bon niveau. C'est une différence entre nous. Elle arrive souvent, elle se produit souvent. Vous croyez au miracle et moi, je n'y crois pas. Alors, justement, Alain, ça serait quoi le remède miracle pour Mais je n'y crois pas au remède miracle. Les gars, vous en pensez quoi? Parce que moi, je me rappelle l'année dernière, quand j'en avais parlé en stream, on m'avait un petit peu attrapé ma veste. Je m'explique. Moi, j'estime qu'un étudiant ne doit pas travailler. Un étudiant en hautes études, il doit se consacrer à ses études. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent pour payer leur loyer parce que, vas-y, ça coûte cher, etc. Plus les études, rembourser les études, etc. Moi, j'estime qu'un étudiant doit se consacrer entièrement à ses études. Mais pour les vieux, vous en pensez quoi le chat pour les vieux? Si un vieux travaille, est-ce que c'est ok pour vous ou est-ce que c'est bon, profite de tes vieux jours frérot, ou vous êtes en mode bon, si t'as envie de travailler, fais ce que tu veux, moi je peux t'inciter à aller travailler, y a pas de problème. Vous en pensez quoi? S'il peut et qu'il veut, ouais, c'est ok s'il veut vraiment travailler. Pourquoi je dis ça les amis? Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, ma mère, elle va être à la retraite au mois de décembre. Ma mère, là, au mois de décembre, c'est retraite. Mais ma mère, elle veut continuer à travailler. Sur un autre travail, mais elle veut continuer à travailler. Il faut savoir quelque chose. Notre ancienne génération, et allez voir votre père et allez lui demander à votre père. L'ancienne génération, ils ont que le travail, les mecs, comme émancipation, hein, comme contact humain, etc. Je dis pas que votre père n'a pas d'amis. Je dis pas ça. Je dis simplement que travailler est une forme d'émancipation où le mec peut vraiment se sentir libre, de se sentir lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je me rappelle mes potes pendant le Covid, littéralement pendant le Covid, quand la France était à l'arrêt, bah, les darons se faisaient chier, frère. Les darons se faisaient chier, mon gars. C'est une dinguerie, genre, ils pouvaient rien faire. Ils regardaient le plafond, ils emmerdaient leur fils qui était sur Fortnite, ils regardaient la télé, ils s'endormaient devant la télé. Ah, ils se faisaient chier, ma gueule, hein. Ah, c'était dur le Covid pour les darons, ma gueule, hein. Ah, c'était dur, hein. Donc le travail est une forme d'émancipation, une forme de réseau social. Il y a un mec sur le chat qui l'a dit, le travail c'est leur réseau social à nos darons tout simplement les mecs. Hein. C'est vrai au final, hein. C'est vrai. Hein. Donc moi s'il y a un daron qui veut travailler, un senior pardon qui veut travailler, qui a la retraite etc, qui a quand même envie, au lieu d'aller profiter de ses vieux jours, voyager ou tranquillement se pavaner dans sa maison, cuisiner, je sais pas, apprendre des choses, tâter de l'internet, tâter sur les jeux vidéo, il veut travailler. Moi, je vais pas lui en empêcher, hein. Je vais lui dire, frérot, ben va, mon gars. Si, mon gars.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il faut laisser la possibilité aux personnes âgées de travailler. Et je pense que c'est surtout sur des contrats à mi-temps. Ça leur permettrait de rester actifs, mais aussi d'avoir du temps pour leur famille. Après, je pense qu'il faut surtout les mettre sur des postes à formation pour s'occuper de la jeunesse. Pourquoi pas? Après, ça c'est souvent le cas en France, qu'il y a une transmission du savoir entre le senior et le jeune. Ça se démocratise un peu plus avec l'alternance, etc. Mais pour l'instant, c'est assez, ça n'a pas assez de buzz, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des fraîchement retraités qui dépriment car ont l'impression d'être inutiles. Ma mère, elle m'a dit, mon fils, c'est quand que t'es un enfant? Parce que si j'ai un enfant, ma mère à la retraite va tout le temps s'occuper de mon gosse. Moi, je suis en stream à 19h30, je sais que mon gosse, il sera dans les bras de ma daronne. Il sera dans les bras de ma daronne, ma gueule. Désolé, maman. Le projet Mbappé, c'est pas pour tout de suite, maman. J'ai déjà plein de petits Mbappé à m'occuper en stream. J'ai pas besoin d'avoir un petit Mbappé physique avec son petit ventre là. Je vais faire des gousi. Je suis pas pressé, mon gars. Je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Pas maintenant. Pas tout de suite, le gosse. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous n'y croyez pas. Pour réconcilier les deux gauches, par exemple, c'est vrai que vous avez cité ce sondage exclusif pour BFM TV tout à l'heure. Il y a un autre chiffre, le projet Faker, relevé, mais que je vous souligne, qui disent que les Français, demandent aux deux gauches de s'unir. Regardez, ils sont 60 à 72% à demander une stratégie d'union pour les prochains scrutins, notamment sur les retraites. Est-ce que vous pensez que les deux gauches vont y arriver? Est-ce qu'il y a une chance d'arriver unis, alors qu'on sait que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont très hauts dans les sondages? Alors d'abord, il y a une chose qu'il faut avoir en tête. Merci Yokendrick pour les 31 mois de d'ailleurs. L'électorat de gauche souhaite toujours que la gauche soit unie. D'ailleurs, ce sont les électeurs. Donc là, est-ce que tu as le réceptacle pour le bébé? Wesh, la phrase de fou. Est-ce que tu as le réceptacle pour le bébé carrément? Wesh, c'est quoi ce bruit? Quoi? Quoi ça? On entend la même chose, le chat? Attendez. Wesh, il y a un mec qui a raid cette chaîne Twitch. Il a raid une chaîne Twitch qu'on appelle Lofi Girl. Non mais c'est une blague. Lecteur du nouveau Front Populaire. C'est pas une nouveauté, ça. Moi, j'ai toujours connu ça. L'électeur de gauche, il a envie que la gauche soit unie parce que c'est comme ça que la gauche gagne. Et que, comme ils sont de gauche, ils veulent que la gauche gagne. Hein. C'est pas trop compliqué non plus, les raisonnements. Est-ce que ce qui est intéressant, c'est... Et Jean-Luc Mélenchon, c'est un facteur d'union ou de désunion de la gauche? J'ai jamais dit que Jean-Luc Mélenchon est un facteur d'union. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est porteur d'un projet qui est évidemment pas le mien, mais qui a sa cohérence, qui a même des racines dans les insuffisances du système auquel spontanément je suis attaché, mais dont je reconnais toutes les insuffisances parce que je les vois depuis trop longtemps. Et donc, je ne suis pas du tout en train de dire on a inventé le système idéal, on n'est pas dans la société idéale du tout. Jean-Luc Mélenchon souhaite une autre société. Mais est-ce qu'il peut emporter toute la gauche avec lui, derrière lui? Mais moi, je pense... Je vous ai dit pourquoi je suis pro-Mélenchon, les amis. Je pense que dans tout le panel qu'on a en France, dans tout le panel de personnages politiques, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe les gars, on peut en débattre, il n'y a pas de problème, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, je le dirai toujours en stream, il nous faut une figure qui va réconcilier ce pays. Et le problème, c'est que quand tu entends Bardella, Marine Le Pen, tu entends des personnalités comme ça qui sont... dans leurs phrases, dans leur manière de parler, t'as le sentiment qu'ils vont continuer cette fracture de la société. Moi, j'ai l'impression que Bardella ne va pas aider à rassembler les deux France, genre. Marine Le Pen, c'est pareil, les mecs. C'est pareil. Moi, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Mélenchon, pour moi, Mélenchon, j'ai le sentiment qu'il va rassembler les deux France. Pourquoi? En tout cas, il va pas rassembler les riches. Peut-être que les riches vont un peu vont tirer la moue, quoi. Mais j'ai le sentiment que dans l'électorat de l'extrême droite, par exemple, ils sont pas contre la taxation des plus riches. Mélenchon veut le faire. Mélenchon veut le faire. Il a des propositions à mettre sur la table. Donc évidemment, la gauche est contente de voir Mélenchon président. L'extrême droite sera peut-être content parce qu'on a enfin une figure qui aimerait taxer les riches. Donc je ne sais pas.
il va aussi peut-être se réconcilier avec les ouvriers qui ont commencé à tourner le dos pour aller voter Marine Le Pen, on l'a vu aux précédentes élections présidentielles. Moi, je pense que Mélenchon, c'est cette figure-là qu'on a besoin pour justement unir cette France. On a eu Macron, mec. Macron, premier mandat, c'était une catastrophe. Deuxième mandat, c'était la même chose aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est diabolisé dans l'esprit de tellement de monde, j'ai peur qu'on puisse pas lutter, le mal est déjà fait. Bah après, monsieur Razor, le problème c'est que les médias ont entrepris une entreprise de diabolisation extrême, et même Manuel Bompard l'a reconnu. On le reconnaît depuis des années, les mecs en stream, et lui aussi, il le dit à la télévision, que oui, les médias, la classe politique, politico-médiatique, a entrepris cette entreprise de diabolisation de la figure de Mélenchon. C'est une vérité, c'est comme ça, ma gueule. Je suis désolé, Dofla, mais si on est honnête, la seule personne qui peut rassembler la France ne peut pas être une personne blanche, mais une figure issue de l'immigration validée par tous et qui se battra pour une lutte de classe comme Mamdani. Alors, je ne sais pas tu fais référence à qui, mais l'idée d'avoir une figure issue de l'immigration, j'ai la vision. J'ai la vision dans ce que tu viens de dire. Mais je ne sais pas tu fais référence à qui si tu veux chercher vraiment une figure métissée, une figure issue de l'immigration, je ne sais pas. Bon, Chalgoumi, c'est mort. Monsieur Karim Bouamram. Ah, les gars, on va pas se mentir, hein. Monsieur Karim Bouamram, bon. Le maire de Saint-Ouen, ça ira, mon gars. Ça ira. Ça ira. Zidane. Non, abusons, les gars, abusons. Le propos, il est débile. Bah, je vois ce qu'il veut dire, mais je pense que si on a une personne blanche, de souche, voilà, je vais dire ce gros mot, les mecs. Si on a un Français de souche président, on s'en bat les couilles. Genre, on veut juste une figure qui rassemble les deux France. C'est tout, mon gars. C'est tout. C'est tout. Mais bon, un mec issu de l'immigration, bon, j'en sais rien, les gars. Hein. Bardella, il est bien issu de l'immigration, hein, Bardella. Hein. Éric Zemmour aussi, hein, mais bon, ça m'intéresse pas d'avoir ces personnages, quoi. Merci à Perfectator pour le sub, merci, mon gars. Mélenchon, il est né au Maroc. Non, mais je pense que quand il parle de figure immigration, je pense qu'il parle de la vraie immigration, genre Zidane, littéralement. Parce que Mélenchon et Zidane, bon, c'est pas trop la même chose. Voilà. Arrêtons ce racisme de bas étage. Oh là là, mais c'est pas du racisme. Le mec, il est en train de t'expliquer, il te donne un axe. Pour lui, le viewer, il explique que peut-être que pour régler la France, il faut une figure de l'immigration. C'est son avis, frérot. Respecte son avis, frère. On peut débattre. T'es coincé du cul ou quoi, mon gars? Ah, toi aussi. Tu penses quoi de Karim Zeribi, Dofla? Non, ça ira. Hein. Vraiment, Karim Zeribi, merci pour les punchlines. Merci, mais non, merci. Non, Karim Zeribi, non. Ça ira, vraiment, ça ira. Ça ira. Aujourd'hui, au moment où on est à 18 Karim mois, un peu moins. Non, pas Karim. D'élections présidentielles où se prendront les orientations. Est-ce que d'ici, alors là, il faut être précis, est-ce que d'ici le premier tour de l'élection présidentielle, il y aura une candidature unique de la gauche? Mais pour l'instant, c'est le meilleur candidat. Non, mais attendez, vous ne me laissez pas continuer. Jean-Luc Mélenchon me laisse continuer et vous m'interrompez. C'est quand même. On ne peut pas dire que le brimé, hein. Ah, un peu. En tout cas, d'ici le premier tour de l'élection présidentielle, c'est évident qu'il n'y aura pas un candidat unique à gauche. La question, c'est combien il y en aura. Il y en aura forcément, je dirais au départ, je laisse les trotskistes de côté. Au départ, il y en aura forcément minimum 3 ou 4. Est-ce qu'ensuite ça se réduira à 2 ou pas? Je n'en suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il n'y aura pas, pour le premier tour, 3 candidatures inégales. Mais 3 candidatures. En vrai, je pense que le PS va se ranger derrière Glucksmann. Parce que moi, je me rappelle, il y a plusieurs semaines, j'avais dit qu'il y aura Olivier Faure et Glucksmann dans la course à la présidentielle. Mais il y a un monde où il y a une candidature commune, PS/place publique. Il y a moyen qu'il y ait un featuring Olivier Faure, Glucksmann. Peut-être qu'il y aura des promesses, Glucksmann président, Olivier Faure Premier ministre, j'en sais rien. Mais je pense que les candidatures... Mélenchon, Glucksmann, Marine Tondelier, ça fait 3. Peut-être Clémentine Autain, ça fait 4. Il faut avoir les signatures aussi. Est-ce qu'ils auront les 500 signatures? J'en sais rien. Édouard Philippe. Non, mais là, je parle de la gauche, les mecs. On s'en bat les couilles, Édouard Philippe, frère. Il est même pas de gauche.
Poutou, je pense pas. Vous voyez les gars, les candidatures de témoignage, je pense que par exemple Philippe Poutou, il fera même pas la présidentielle. Il va apporter son soutien, mais je pense qu'il y aura pas trop de candidatures de témoignage. Je pense pas. Ruffin, il a créé son parti politique, donc je pense qu'il est parti pour faire la présidentielle. Mais ouais, Poutou en plus il a stop la politique, c'est vrai les gars, c'est vrai. Nathalie Arthaud, il y a moyen qu'elle soutienne, elle soutienne un candidat. 3-4 candidatures les mecs, il y a moyen. 3-4 candidatures. Il y a eu combien en 2022? Attendez, je vais aller voir. Candidature à gauche. Et donc la question c'est, à la fin du premier tour, qui est en tête, bon là j'ai mon idée, et 2. Alors, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, ça fait 4, Yannick Jadot, ça fait 5, Philippe Poutou, ça fait 6. Putain, 6 candidatures. Si on pouvait passer au moins à 4, ce serait pas mal. Passer de 6 à 4, ce serait vraiment, vraiment bien. Putain, en plus, je crois qu'Yannick Jadot, il a fait un score, ce bâtard. Hein. Je crois qu'il a fait un bon score. Hein. On a perdu à 400 000 voix. Un nouveau sub. On a perdu à 400 000 voix, les mecs. Ça fait mal quand même. Hein. Est-ce qu'il y a à ce moment-là, ça fait mal, hein. Est-ce que l'ensemble de la gauche pour le sub se offert rassemble devant celui qui est en tête ou pas? Alors c'est la tradition républicaine. Et c'est la tradition républicaine qui fonctionne d'autant mieux que les rapports entre la gauche de Jean-Luc Mélenchon et la gauche réformiste sont bons. Et en ce moment, ils sont mauvais. Et je ne vois pas comment ils vont s'améliorer tel que c'est parti dans les... Oh, Alain Duhamel qui nous explique que la gauche réformiste est nulle. Intéressant les gars, très intéressant ce stream. La gauche réformiste est nulle. Très bien, je prends des notes. Les suceurs de Glucksmann là sur le stream. Je sais qu'il y a des fans de Glucksmann sur mon stream, je sais qu'il y en a peut-être 2 ou 3. Mais écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Écoutez ce qu'il dit les gars. Nique le réformisme mon gars. 18 mois, autrement dit. Après, LFI sont un peu réformistes sur les bords. Un nouveau sub. Non mais les gars, je sais ce que vous allez me dire. LFI sont aussi réformistes. Ils sont moins révolutionnaires que le NPA, mais ils sont plus réformistes. Mais les gars, il y a un peu une vibes révolutionnaire dans la France insoumise quand même, s'il vous plaît les mecs. On s'est compris bro, t'inquiète. Non mais c'est pour préciser pour les autres. On peut un peu dire qu'ils ont une vibes un peu révolutionnaire la France insoumise, c'est pas un gros mot de le dire. Non, non carrément. Pouah, ah ouais. Après c'est vrai, il y a un mec qui le précise bien. Dès que t'es à l'Assemblée nationale, t'es un peu réformiste sur les bords. Je suis d'accord. Merci, merci Bla Hadj pour le sub, merci mon gars. Ils sont pas vraiment révolutionnaires. C'est peut-être le plan secret du vieux, hein. Peut-être qu'au fond c'est un bon révolutionnaire, j'en sais rien mon gars. J'en sais rien. Mais je suis d'accord que sur le spectre, vous avez raison de le préciser, le chat, sur le spectre politique, oui, Jean-Luc Mélenchon, il est plus réformiste que révolutionnaire, bien évidemment. Bien évidemment. Parce que dans ce que veut révolutionner M. Mélenchon, c'est sa planification écologique. Genre faire un choc, un électrochoc de baiser sur la trajectoire que doit prendre la France sur l'écologie. On peut dire que c'est révolutionnaire. On peut le dire, peut-être. Ou à la limite réformiste peu radical, comme le dit M. Cuisto. Mais même sur le capitalisme, par exemple, le fait de la technique de l'offre, lui, il est plus sur la demande. Bon, est-ce que c'est un choc révolutionnaire? J'en sais rien. C'est à vous de faire d'en faire la conclusion. T'as capté? Sur sa vision de la démocratie, par exemple, la 6ème République, est-ce que c'est pas aussi une révolution en soi? Un choc, vraiment par rapport à ce qu'on a sur la 5ème République? C'est peut-être une forme de révolution, ou c'est une énorme réforme sur notre République française. Peut-être, on peut le considérer comme ça. On verra. À vous de faire la part des choses. Après, c'est vrai que je me suis tatoué un message qui dit que la révolution, c'est pas un dîner entre invités, mon gars. Hein. La révolution, c'est pas dans les urnes. Hein. C'est vrai, le chat. C'est vrai. La révolution, c'est pas dans les urnes. De concurrence. Vous avez raison. Avec un Jean-Luc Mélenchon qui sera forcément fort. D'autant plus qu'il progresse en campagne à chaque fois, donc il sera forcément fort. Et la question est de savoir si les autres arriveront ou pas à s'organiser
autour d'un seul candidat. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'ils y arriveront ou non? Et est-ce que ceux ou celles J'aime trop papoter avec vous, les mecs. Les couleurs de la gauche J'aime trop papoter avec vous. Putain, sera de taille à concurrencer Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon en campagne, je le dis d'autant plus que mon rêve n'est pas qu'il soit élu, mais Jean-Luc Mélenchon en campagne est une machine qui tourne vite. Mais enfin, Alain, j'ai l'impression que vous parlez comme si Jean-Luc Mélenchon était déjà candidat. J'ai loupé quelque chose. Vous êtes candidat pour 2027, Jean-Luc Mélenchon? Attendez, d'abord, je vous répondrai parce que je m'attends à tout. Il n'y a pas une interview depuis 4 ans où on ne me demande pas si je compte être candidat et je réponds la même chose depuis 4 ans. Donc je ferai la formalité quand il le faudra dans notre entretien. La formule Mais toute faite, commençons d'abord par la question précédente que vous posiez. Et à quoi Alain Duhamel répondait: la gauche préfère l'unité à la division, et je confirme. La gauche préfère l'unité à la division parce que dans le combat, mieux vaut être là, se serrer les coudes et faire face ensemble. C'est vrai dans l'entreprise quand on est syndicaliste et c'est vrai dans la bataille politique. Mais la vérité historique, c'est que personne ne s'est jamais unifié au premier tour d'une élection, quelle que soit l'élection, avant que nous, les insoumis, nous ayons proposé des candidatures communes à des gens qui en étaient à 1,67 à l'élection présidentielle pour les socialistes et 4 pour les Verts. Et chacun a eu un groupe à l'Assemblée nationale. Donc, pour la question de l'unité, nous avons toujours été... Donc là, on est d'accord que tu préfères voir le RN au pouvoir que de voter contre le RN au deuxième tour, donc LFI ou rien. Moi, je l'assume totalement. Hein. Je l'assume totalement. Je sais que je peux avoir des critiques par rapport à ça, mais si on a une... je le redis, hein, si on a un Bardella contre Glucksmann, je ne vais pas voter. Voilà, je le dis, je ne vais pas voter. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois en stream, si le RN est au pouvoir, la bataille culturelle continue, la bataille dans les urnes continuera, les prochaines échéances électorales, bah, elles arriveront, et puis on verra, les gars. On verra, hein. Je ne voterai pas Glucksmann, genre. Je ne voterai pas. Je l'ai déjà dit en stream, ça fait 4 fois que je le dis en un mois. 4 fois que je le dis en un mois, ouais, c'est ça. Je ne voterai pas pour Glucksmann. C'est un scénario horrible, exactement, Techno, exactement. Le scénario, il pue sa mère. Le scénario, il pue sa mère. Édouard Philippe, c'est pareil. Édouard Philippe versus Bardella. Ma mère la pute si je vote pour monsieur Édouard Philippe. Excusez-moi pour les gros mots. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Mais je ne voterai pas Édouard Philippe. Ça va pas ou quoi, frère? Allez tous vous faire foutre. Ça va pas ou quoi? Pas vous le chat, mais je parle des candidats. Hein. Votera Dofla. Bah non. Bah non. Littéralement, les gars, j'ai une cohérence. Marine Le Pen, Macron au deuxième tour, j'ai voté personne. Je l'ai dit en stream. Je suis resté chez moi. Je suis resté chez moi le jour du vote. J'y stream. On a stream le second tour, on a stream le résultat. Je n'ai dit que je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté. C'est mort. Dominique de Villepin contre Le Pen. Ah, tu touches à ma sensibilité, hein. Tu touches à ma sensibilité, sale bâtard. En vrai, ah, sale bâtard, tu m'as attrapé, sale bâtard. Non, là, il va enculer, là. Ah, il m'a enculé. Ah, les gars, là, il m'a enculé. Ah, là. Là, je suis malade. Hypothèse. Parce que je sais qu'il sera jamais au second tour, les mecs. Il sera jamais au second tour. Hypothèse. Dominique de Villepin, Bardella. Dominique de Villepin, les gars. Voilà. Je sais que ça va jamais arriver, les mecs. Ça va jamais arriver, donc on s'en bat les couilles. C'est notre secret, les mecs. Chut, c'est notre secret. Il sera jamais au second tour. De Villepin, Bardella, un petit bulletin de Villepin. Un petit bulletin. Voilà. Petit bulletin. Je sais pas. Ah, je suis mort. Non, mais en vrai, soyons sérieux, les mecs. Hein. Soyons sérieux. Je ne peux pas voter Glucksmann, les mecs. Je sais que c'est important, j'ai toujours dit en stream, c'est pour ça que j'ai une cohérence. Et j'en avais parlé avec Raphaël Arnaud, évidemment en stream. Je respecte votre combat contre l'extrême droite, il n'y a aucun problème. Moi, j'estime toujours que même si l'extrême droite sera un jour au pouvoir en France, le combat continue. Le combat va continuer, tu vas continuer à discuter avec tes collègues pourquoi l'extrême droite c'est de la merde, etc. Pourquoi il ne faut pas redonner un second mandat à l'extrême droite, pourquoi il faut une scission votée à gauche, etc. J'ai aucun problème. Mais les gars, je peux pas voter Glucksmann, gros. Je peux pas, genre. Je peux pas, les gars, je peux pas. Les faux barrages, c'est bon. Ah, moi, je peux plus, les mecs, je peux plus.
Je respecte les personnes qui ont voté Macron au second tour pour faire barrage à l'extrême droite, mais regardez l'état du pays actuellement, les mecs. Regardez l'état du pays. Regardez. Mais je peux pas, je peux pas, genre. Je peux pas. Je peux pas. Rendez-vous. Mais après, il faut bien que vous compreniez le problème. Et je respecterai toujours les barragistes, moi. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous êtes trompé 2 fois. Il y a un proverbe qui dit la première fois, c'est pas de ta faute, la deuxième, c'est de ta faute. De Villepin, il est en taquilla. Il faut en tirer la leçon. Que faire? Peut-être il est en mode taquilla. Je vais vous dire, monsieur Duhamel, vous avez raison. On préfère l'unité. Quand il y a eu l'unité? Jamais. 2 fois dans les présidentielles depuis le début de la Ve République. 1965 et 1974. Et le reste, rien. Oui. Ça a toujours été dans la division. Et quand François Mitterrand gagne en 1981, le Parti communiste à l'époque fait presque 16%. Donc c'est vous dire que... Et puis alors les tensions, pardon, j'y étais, je m'en rappelle, franchement, c'était pas les grandes amours. Et ça s'est fait. Par conséquent, la stratégie politique consiste à rassembler le plus de forces possible. Mais ne confondez pas, Alain Duhamel, l'union politique et l'unité populaire. C'est différent. Parce que des fois, l'union politique peut empêcher l'unité populaire. C'est-à-dire, si les gens ont l'impression qu'on s'apprête à leur mentir de nouveau, qu'après avoir pris un engagement, on fera le contraire, alors ils ne viennent pas. C'est pourquoi nous sommes dans une situation si compliquée, si difficile en ce moment. Que nous reste-t-il comme perspective? Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour le voir. Il faut être les meilleurs, il faut être devant, et il faut avoir la plus grande dynamique possible. Alors, qu'allons-nous faire? Tâcher d'être les meilleurs. La grande dynamique de Mélenchon, ça va être une bataille pour faire un barrage contre la gauche de Glucksmann et l'extrême droite de Marine Le Pen. Donc là, vraiment, il faut que Mélenchon rassemble le plus large possible. Et le plus large possible, ça veut dire aussi parler avec les abstentionnistes, les mecs. Moi, je pense que... Alors, attendez, j'ai la statistique. Il y a eu... J'ai plus la stat, putain. Il y avait la stat du nombre d'abstentionnistes. Ah, putain, j'ai plus la stat. Abstention. Abstention. Je pense que l'abstention va chuter à la prochaine élection présidentielle. Je le pense. Je le pense. Il y a eu 28% d'abstentionnistes contre 29% en 2017. Donc il y avait moins d'abstention. Bon, 1%, c'est pas grand-chose. Mais je pense qu'en 2027, il y aura vraiment moins d'abstentionnistes. T'as regardé la carte, les mecs. Regardez la carte de Mélenchon. La carte du premier tour. Donc Marine Le Pen, on le voit. Donc Hénin-Beaumont, le nord de la France. On sait que Marine Le Pen, vas-y, elle a du buzz. / Valérie Pécresse aussi avec le Tour de Paris. Macron jouit d'une grosse popularité. C'est dingue quand même, hein. Macron, il a une grosse popularité en Bretagne, frère. Eh, les Bretons, réveillez-vous, frère. Eh, les Bretons, ça va pas ou quoi? Regardez la Bretagne. C'est quoi ça? Eh, c'est quoi ça? On est à Leader Price, on est à Lidl plutôt, pas Leader Price, c'est pas la même couleur. Bon, la Guadeloupe, la Martinique, Guyane, Réunion, etc. Mélenchon a gagné, évidemment. Donc lui, il a toujours été très fort dans sa communication avec les Outre-mer. On sait que Mélenchon, il jouait aussi d'une bonne popularité dans le sud de la France. Mais gros, toujours compliqué, hein. Tu exclus Paris. Bon, là, on voit que dans la grande couronne parisienne, Mélenchon a un peu gagné, mais Macron, il a quand même joui d'une bonne popularité, hein. Putain, mais c'est grave quand même. C'est grave. Mais j'avoue que la Bretagne, waouh. La Bretagne, on va vous annexer, hein. La Bretagne, on va vous annexer, bande de bâtards, hein. Ça veut rien dire. Putain. Ah, c'est une dinguerie quand même. Plus dynamiques, les plus entraînants, comme nous l'avons fait dans le passé. Car la dernière fois, c'était le département a voté Macron, frère. Eh oui. Que nous arrivions au deuxième tour. Et le deuxième tour, Alain Duhamel le sait mieux que personne, c'est un autre monde. La France, tout d'un coup, est confrontée à un autre tableau. Voilà, comprenez-moi, Alain Duhamel, pour que vous compreniez bien ma difficulté. On commence un débat budgétaire. Nous, on arrive avec le programme sur lequel on s'est entendu avec les autres. Et on dit, bah écoutez, voilà, nous, on pense qu'il faut relancer la machine, faire une bifurcation écologique et sociale. Que disent les autres?
les socialistes arrivent et ils disent on propose 20 milliards de coupes. On leur dit mais attendez, ça c'est François Hollande, c'est la politique de l'offre. C'est le contraire de ce qu'on a signé ensemble. Ça ne les dérange pas. La politique de l'offre, ça revient encore une fois. Hein. Alors attends, Dofla, est-ce que tu penses que la non-romantisation des élites de gauche, surtout LFI, comparée aux autres partis, joue contre eux parce que LFI est dans le réel et la droite dans le fantasme, mais pour le moment, c'est le fantasme qui permet d'élire. Le fantasme, je ne sais pas si c'est de l'ordre du fantasme ce que nous partage la droite, les gars. Quand tu vois la complicité des médias, par exemple, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, le sujet de l'immigration, etc., eux, ils estiment qu'ils sont dans le réel. Nous, à gauche, on estime que c'est du fantasme. Bon, on voit bien que la frontière, elle est très fine et que la fenêtre d'Overton, voilà, par exemple, sur l'immigration, elle est là, elle est présente, mon gars. Hein. Tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde ne jure que par ça. Qu'est-ce que je te dise, mon ami? Donc, l'ordre du fantasme... je suis pas d'accord avec cette phrase, je suis pas d'accord. Pas trop d'accord. C'est du fantasme avec 3 recherches, tu comprends qu'on te raconte des cracks. Je suis d'accord avec toi. Mais dans l'imaginaire du français moyen, pour eux, c'est du réel. Faut dire les termes, les mecs. Et c'est pour ça que les médias ont une conséquence absolument désastreuse sur notre cerveau. C'est que toi, tu le dis toi-même. Avec 3 recherches, tu comprends qu'on te raconte des cracks. Ok, y a pas de problème, tu as fait ton devoir. Mais le français moyen, qui n'a pas le temps d'aller faire cette recherche-là, bah, excusez-moi, les mecs. Bah, pour eux, c'est pas du fantasme. Pour eux, c'est le réel. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec toi, hein, mon gars Gomme. Hein, je suis d'accord avec toi. La vraie gauche n'a jamais gagné avec des fantasmes, mais bien du réel. Je suis d'accord avec vous, les mecs, évidemment. Mais vous voyez bien maintenant que tous les sujets les plus réactionnaires possibles, c'est plus de l'ordre du fantasme, dans le sens où maintenant, on le voit qu'il y a beaucoup plus de réactionnaires en France, sur Twitter, sur Facebook. Peut-être même ton collègue de travail, il est réactionnaire, mais il te le montre pas devant toi, il te le montre pas, mais peut-être que sur les réseaux sociaux, il agit comme ça, comme un réactionnaire. Mais excusez-moi, les mecs... délire de fantasme est réel. Faut arrêter avec cette barrière, les mecs. Hein. Faut arrêter avec cette binarité un peu. Genre, c'est. Quand tu vois comment l'extrême droite, en tout cas la télévision, genre les Pascal Pro, etc., nous racontent leur narratif. Pouah, frérot, laisse tomber, frère. Laisse tomber, mon gars. La vérité n'a même plus d'importance, mon gars. Hein. Bah oui. La vérité n'a plus d'importance. C'est limite à se demander c'est qui le meilleur menteur qui va être élu. Bah oui. Au moins, on a compris la même chose, toi et moi. Tu vois? Restez sur mes streams, les mecs, c'est important, c'est important. Eh oui. Et là, ils sont pas bêtes sur mon live. Là, ils sont pas bêtes du tout.